La troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Formo et les éléments, aucun élément n'a bougé ces jours. Le patron est sorti et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kalea. Le confirmez-vous? Oui, effectivement, Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kalea étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations de Nabi et celle de Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Mais, maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Ok. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence. Des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, d'accord, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké. Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Boké?
Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie des Bokeh, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction des grands corps, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du petit palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Alzagblé, le sergent Alseniba, le caporal Antoine Milimono, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankolé. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchéboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Begré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Begré, comment Jeannot, Destin et Begré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini d'échanger nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas
de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Bégré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes deux coudes derrière, on attache tes deux pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Bégré pour qu'il crache le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Bégré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Bégré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Bégré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kéboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers? Jeannot Destin, Al-Seniba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question même? Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui suit moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, et je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie des complots. Vous avez eu à faire état
des 22 millions de la SAG. Voilà. Et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et merci. par rapport à cette question, maître, Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également, que ni traiter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère mette également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. C'était le paiement d'une... Je dis encore, maître,
Voilà. Passez à une autre question, maître, s'il vous plaît. Je continue. C'est la probité morale. Calmez-vous. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire Une autre comprendre. question, maître. Très bien. Maître, c'est vous. Vous vous qui calmez, faites monsieur des amalgames dans l'esprit. On va Vous continuer. vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine, et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence? Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne réponds plus à cette question. Ça, c'était sur la sortie de M. Selou Daleng. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Okay, merci, monsieur le président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Voilà. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. Ouais, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Selou Daleng pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Waouh. Et par rapport à ce que vous dites, oui, lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en hommes libres. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer. Tout le récit se trouve là. Vous pouvez employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite. Ça. Je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté.
Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Ok. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, yeux dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question. Qui le font. Encore une fois, l'antidrogue, c'était une nouvelle création. Sinon, au départ, Thiebro était proposé pour le poste de ministre de la Jeunesse. Les Américains ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait un service spécialisé pour la lutte contre la drogue, parce que, au regard que la Guinée était devenue une plaque tournante de la drogue. Et les conséquences, maître, les conséquences de cela, ce n'était pas bon pour notre pays. Alors, puisque le département est créé, il faut des hommes pour l'animer, et au fur du temps, on essaye de faire des propositions pour en faire un texte de loi. Mais on ne peut pas s'asseoir faire, tout ne peut pas se faire en un seul jour. C'était de façon progressive. S'il vous plaît, vous savez, on est en train de vivre une transition, et comme ce fut le cas sous le CNDD, mais on est en train de voir des nouvelles institutions qui naissent, mais des nouvelles institutions qui naissent sur la base des décrets. Donc vous ne pouvez pas me convaincre sur ce plan-là. Je continue, s'il vous plaît. Mais il y a eu décret. Permettez, où est le décret? Le décret portant création, oui. Création, attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret? Il y a eu décret portant sur... Mais portant création, on peut trouver dans les attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret? Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. C'est ça. Alors, ce qui est quand même à noter et qui est à mettre à votre actif, voilà, parce qu'en tant qu'intellectuel, qui est à mettre à votre actif, vous êtes parvenu à donner naissance, à permettre à une nouvelle institution de faire corps de prendre corps dans notre pays, et cette institution, alors, elle existe jusque maintenant. Maintenant, puisque vous étiez les pionniers de cette institution, je voudrais savoir, lorsque vous arrivez là-bas, alors, quel était l'effectif de cette institution? Bon, je ne peux pas vous donner l'effectif exact, parce que je n'étais pas le chargé des effectifs. Il y avait combien de gendarmes? Vous êtes venus, vous avez produit la dernière fois ici, vous avez produit un acte, hein, qui vous a affecté là-bas. Sur cet acte, vous êtes au nombre, je crois, de 23, si je ne me trompe. Voilà. Vous êtes au nombre de 23. Oui. Donc, dans le texte, je pense. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que 23 gendarmes là-bas. C'est vous êtes les pionniers de cette institution. Aidez-nous à comprendre. Bien. Voilà, aidez-nous à comprendre. Les 23 dont je fais allusion, si vous me permettez. Oui. J'ai bien expliqué la fois dernière. J'ai dit que la police avait envoyé des cadres. Si vous voyez la physionomie du personnel policier qui était venu, c'était que des commissaires divisionnaires. Vous comprenez? Alors, quand la demande est partie au niveau du haut commandement, le général Badé a jugé nécessaire de choisir des bons cadres. Des bons cadres qui vont aller travailler de concert avec la police. C'est ainsi qu'il a pris quelques éléments
la première promotion OPJ, deuxième, ainsi de suite, pour mettre à la disposition de ce service. Vous comprenez? Donc c'était des cadres. C'est ce qui constitue les 23. Maintenant, le personnel non cadre, là je n'ai pas la liste. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes. Une estimation au moins, une estimation. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes, comme je l'ai dit la fois dernière, qui étaient venus, il fallait les distribuer dans toutes les unités pour qu'ils puissent appréhender la réalité. Parce qu'un jour, ils peuvent être confrontés à des cas de grande banditisme, à des cas de drogue, ainsi de... Mais comment faire des enquêtes à ce propos? Donc, je vais venir tout à l'heure à ces élèves gendarmes. Voilà. Hein? Je vais venir aux élèves gendarmes. Moi, mon problème d'abord, c'est l'effectif. Hein? C'est l'effectif des services spéciaux. Alors, vous êtes venus, vous étiez au nombre de 23. Et vous avez eu la chance avec le général Baldé, qui vous a montré également la liste des commissaires qui ont été désignés. Sur cette liste, ils étaient combien ces commissaires? Je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Il m'a dit, je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Comprenons-nous. Et puisque vous avez commencé à parler à basse voix, moi aussi je vais commencer à parler à basse voix. On va se comprendre. Là, voilà. Vous avez intérêt, hein? Non, mais intérêt partagé. Alors, il m'a dit que la police a envoyé des cadres. Moi aussi, je dois envoyer mes cadres. C'est dans ce sens-là. Vous savez, il y a le personnel de commandement, d'encadrement, et le personnel en bas, d'exécutant. Voilà, c'est un peu ça. Vous savez ça, maître. Oui, vous savez, vous étiez au nombre de 23. La police, hein, quand vous venez pour la toute première prise de contact, vous êtes là. La moindre des choses, c'est au moins d'avoir une certaine idée du personnel, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie qui viennent d'être affectés. Vous n'avez pas pu avoir une certaine idée? Non. Hein? Non. Maître, je vais vous expliquer. Peut-être que vous faites... j'ai l'impression... Non, permettez-moi. J'ai l'impression que vous voulez nous cacher des informations. Aucunement pas. Mais pourquoi ne pas nous dire, ces jours-là, à la première rencontre, nous étions au nombre de tels, hein, 23 gendarmes et puis 23 commissaires de police. Pourquoi ne pas nous dire ça clairement? Qu'est-ce que vous cachez? Moi, je m'intéresse à mon cas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, par rapport à l'effectif global, j'ai dit que moi, je n'aime pas mentir. Je ne veux pas dire les contre-vérités. Ce que je vois, ce que je fais, ce que j'entends, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire quelque chose. Et en dehors, voilà. En dehors, puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires et des gendarmes qui ont été affectés à ces services, oui. En dehors de vous, M. Kegboro a eu à faire une estimation ici. C'était en réponse à l'une des questions posées. Voilà. À l'une des questions posées par M. le Président. Il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui a dit, c'est lui le chef. Mais vous étiez là-bas aussi? Non. Vous exercez au niveau de ces services? Je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire. D'accord. Maintenant, comment se passait la planification de ces 200 hommes? Comment ça s'est passé? Et est-ce que le planificateur, il établissait une liste qu'il affichait tous les jours pour que les uns et les autres chassent qu'ils sont planifiés tel ou tel jour sur tel ou tel itinéraire? Comment ça s'est passé? J'ai déjà expliqué largement, maître. Quand il planifiait, où était affichée la liste de ceux qui étaient planifiés?
C'était affiché à la rentrée de... Comment on appelle? Vous venez, il y a une terrasse ici. Avant de monter à l'étage, il y a l'escalier. Il y a un emplacement vide. Comme ici, là, on met ici et puis vous rentrez. Il y a un tableau d'affichage. Voilà, dès que vous venez, vous regardez. Très bien. Mais vous êtes un intervenant extérieur à la gendarmerie, vous connaissez comment ça fonctionne? Je suis un intervenant extérieur, vous donnez des cours. Où? À Symphonia. Ok, d'accord. Oh. On continue. Et je voudrais savoir, lorsque votre planificateur, alors, il procédait à la planification, y avait-il pas des chronos où il devrait archiver? Chrono? Oui. Non, ça se passe pas. Il n'y a pas de chrono? Non, ça se passe pas comme ça, maître. Il n'y a pas de chrono. Donc, quand il planifiait, où on pouvait archiver pour avoir au moins une certaine mémoire de tout ce qui se passait en votre temps? Bien. Comme dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, on fait la planification du lundi au dimanche. Vous comprenez? On fait la planification du lundi au dimanche. Quand ce tableau est exécuté, on enlève, et puis le planificateur, il met encore pour la semaine prochaine. Il veut savoir. Il n'y avait pas d'archives. Voilà. Donc, pas d'archives. Vous savez, le secrétariat général chargé des services spéciaux avait rang de ministère. Oui. Vous le savez, non? Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun service d'archives. Si aujourd'hui, permettez-moi, si aujourd'hui ce tribunal a besoin des informations, parce que ces planifications-là nous intéressent, surtout la planification du 28 septembre. Ça veut dire que ce tribunal n'a aucune possibilité d'accéder à ces informations à travers un service d'archives. C'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service d'archives chez nous. Les notes qui sortaient, les notes qui rentraient, là, on peut ouvrir des chronos. Mais les services ordinaires comme ça, là, non. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, maître. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier. D'accord. En tout cas, le tribunal a le plus grand intérêt à vérifier de ses côtés. Parce que... Et ces jours-là, le jour du 28 septembre, et il y avait eu combien de personnes qui ont été planifiées? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ces jours, quel est l'itinéraire qui était indiqué pour l'équipe dirigée par mon colonel Blaise Goumou? J'ai retracé mon itinéraire, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce qu'il était prévu dans votre itinéraire que vous devriez vous retrouver, disons, au stade du 28 septembre? Est-ce que cela était prévu? J'ai tout expliqué, maître, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, et puisque vous vous êtes retrouvé en ces lieux, alors que ce n'était pas prévu dans votre itinéraire, et étant entendu, c'est vous-même qui l'avez rappelé ici, à des questions posées par le président, monsieur le président de ce tribunal, que vos attributions consistaient à y mener les activités de police judiciaire, mais aussi des patrouilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre vous vous êtes retrouvé là-bas, puisque nous avons un dossier de la procédure, ça a été discuté ici, et vous ne faisiez pas partie des services de sécurité qui étaient planifiés ces jours. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Parlons maintenant des élèves, gendarmes, des stagiaires. Ces stagiaires venaient d'où? Qui vous accompagnaient ces jours-là? C'était des stagiaires mélangés venus de Symphonia et de Kalia. Je n'ai pas compris. C'était des stagiaires venus
du centre de formation de Symphonia et de Kalia. Et mélangés, quoi. Ok. Où sont-ils? Ils sont dans les unités. Ils sont dans les unités. Je pense qu'actuellement, certains peuvent être adjudants-chefs, d'autres sont lieutenants, ainsi de suite. Ils sont dans les unités. Et pour ils ont passé combien de temps dans votre service? Bon, 2009, parce que moi j'ai quitté en 2010. J'ai quitté en 2010. Okay. J'ai laissé les autres là-bas, j'ai quitté. Vous les avez laissés en stage quand vous quittez? Non. Après le stage, oui, il y a la confirmation. Oui, il y a eu une attestation qui leur a été délivrée. Non, il n'y a pas d'attestation. On ne peut pas vous donner... Ça a été sanctionné par quoi, leur stage? Vous savez, il y a, quand vous sortez, moi-même j'ai bénéficié de cet avantage. Dès que vous sortez de l'école, puisque vous avez appris comment faire les auditions théoriquement, comment interpeller les gens, quelles sont les règles qu'il faut observer dans le cadre du maintien de l'ordre. Leur stage a été sanctionné par quoi? Je voulais lui... Bon, il n'y a pas de certificat. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Ont-ils déposé des rapports de stage? Ces élèves-là, gendarmes, ont-ils déposé des rapports de stage? Non, il n'y a pas de rapport de stage. Il n'y a pas de rapport de stage. C'est une période transitoire. Pour un moment donné. Dès que la période la passe, on les confirme et passe au grade de margie. C'est curieux, ben, je pense que le ministère public a le plus grand intérêt à s'informer autour de ces élèves gendarmes. Ça pourrait être d'une importance capitale. Voilà. Vous avez eu ici à parler de la garde présidentielle. Alors, quelle différence faites-vous entre la garde présidentielle et le régiment? La garde présidentielle, son échelon supérieur, c'est le régiment. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Non, je ne peux pas vous expliquer, c'est un peu technique, je ne peux pas vous expliquer. De quelle est la différence? Oui. J'ai fait la différence. Vous savez, c'est l'occasion pour nous d'apprendre auprès de vous sur des questions intéressant ces procès qui ne sont pas, permettez-moi, qui ne sont pas des questions strictement juridiques, mais qui sont des questions militaires. Je crois que ça plaide même en votre faveur, parce que ça va permettre à cette juridiction de faire une meilleure appréciation des faits. Donc, il est toujours important d'expliquer ce qui est à expliquer lorsque c'est technique. Je ne peux pas expliquer ici. Je me suis limité, j'ai parlé même de la garde présidentielle seulement parce que par rapport à certaines attributions, mais je ne peux pas vous expliquer, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous avez eu à dire que cette garde présidentielle, alors au temps du CNDD, comprenait le camp, vous avez parlé du camp Koundara, vous avez parlé du camp Kamayen, vous avez parlé du J. Alors, est-ce que vous qui avez accepté d'en parler, vous pouvez nous dire quel est l'effectif de chacune de ces unités? Je ne peux pas vous parler des effectifs de chacune des unités, mais j'ai voulu vous faire comprendre, comme vous ne me laissez pas tellement parler, sinon ça pourrait aider le tribunal à mieux comprendre. Pourquoi, dans quel contexte j'ai eu à parler de ça? Oui, allez-y. Quand j'ai dit le camp de Koundara, Bellevue, Coronti, kilomètre 36, je veux parler de l'échelon 3 de la garde présidentielle. Il y a l'échelon 1, il y a l'échelon 2 et il y a l'échelon 3. Maintenant, le commandant de la garde présidentielle, l'échelon 3, qui est composé de GIR, GIR là, déploie son personnel au camp et au barrage Kaka.
ceux qui vont souvent à Kindia, vous les voyez là-bas. Vous voyez les bleus rouges au barrage là-bas qui contrôlent la sortie et l'arrivée d'une éventuelle militaire. L'autre côté, barrage 66, je voulais tout simplement vous dire, aucun détachement militaire ne pouvait franchir ces barrages sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé. Alors si les éléments là échappent au contrôle de ceux-ci, mais avant de rentrer au camp Al-Faya, vous comprenez qu'il y a des issues. Les différentes sorties, les différents portails là, sont tenus par des militaires. Vous comprenez? Ça c'est l'échelon 2, qui est un peu proche de la garde rapprochée du président. Donc ceux-ci-là ne peuvent pas rentrer au camp sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé. Donc c'était par rapport à ce qu'on disait que les recrues de Kalia étaient venus au camp, ils étaient rassemblés là-bas, par-ci, par-là. Ça m'a donné à réfléchir. Voilà, c'était par rapport à ça. S'il vous plaît, bon, ça, ce sont les faits. Quels sont les critères de nomination pour être nommé commandant d'une telle unité? Pour être nommé commandant, quels sont les critères? Quel commandant? Pour être nommé commandant de ces unités-là. Bon, moi, je ne peux pas vous dire les critères. Ça dépend de celui qui fait le choix. Mais les critères fondamentaux, en réalité, c'est la compétence. La probité morale. Alors, compétence, probité morale. Je continue. Quelle est l'autorité de nomination des commandants de ces unités? Moi, je ne relève pas de la garde présidentielle. Quelle est l'autorité de nomination? Je ne sais pas. Alors, n'est-ce pas le président de la République? Je ne sais pas. Et si le président de la République ne nomme pas un militaire comme commandant d'une telle de ces unités, comment vous pouvez dire que M. Aboubakar Diakité Ditumba était le commandant du camp Koundara? Comment pouvez-vous vous le permettre? Bien, très bon. Alors qu'il n'a pas été nommé et vous n'avez pas fait état d'un acte de nomination ici. Très bonne question. Malgré que j'avais expliqué, maître, j'ai dit encore une fois que le commandant Aboubakar Siddiq Diakité Ditumba, au regard des explications qu'il a eu à donner, au regard des faits, des actions qu'il menait, me laissait croire qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Deuxièmement, parmi les actions, parmi les comportements, il a expliqué ici devant ce auguste tribunal que quand Makambo est allé interpeller à Koundara 2 éléments et que Begré lui a rendu compte, il a aussitôt réagi. Il a dit que pourquoi vous laissez vos éléments sans vous référer? Il s'est déplacé pour aller les libérer. Okay, ce qui veut dire... Vous êtes en train de revenir. Voilà. Permettez-moi. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que vous partez d'un raccourci trop simple pour faire une déduction inacceptable. Vous avez suivi le colonel Moussa Tchegboro ici. Il a dit que lorsque des manifestants avaient été arrêtés par des policiers, qu'il est venu leur demander, leur donner des instructions allant dans le sens de leur mise en liberté. Est-ce que ces policiers-là relevaient de son autorité? Il a fait. Et en faisant, en menant un raisonnement, en s'inspirant de votre raisonnement, c'est comme si on pouvait dire que le fait par Tchegboro d'être venu faire libérer aussi ces manifestants en donnant des instructions à des policiers qui ne relevaient pas de lui, ferait de lui leur commandant. C'est pour vous dire tout simplement que votre raisonnement ne tient pas et je poursuis. Comme ce n'est pas une question? Oui, non, ça ne tient pas. C'est ça. Vous avez tenu
ici. Vous avez tenu ici un propos. Je voudrais vous demander, vous avez dit, si vous vous rappelez, avoir dit ici que parmi les personnes qui vous connaissent, qui vous côtoient, que ces personnes, vous aurez dit, vous portez la tenue seulement, mais vous n'avez plus l'esprit militaire. Vous vous rappelez? Très bien. Qu'entendez-vous par esprit militaire? Bien. L'esprit militaire, d'abord c'est l'efficacité, l'attitude. Mais maître, je dois vous dire que ça fait un peu longtemps, j'ai cessé à peu près, j'ai perdu mon attitude militaire. Comment? J'ai pris suffisamment de temps à former les anciens commandants d'unité. Parce qu'à un moment donné, quand on a formé les OPJ là étaient formés pour connaître l'établissement des procès-verbaux à actes séparés. Cependant, les commandants d'unité anciens là ne connaissaient que l'établissement des procès-verbaux à actes uniques. J'ai dit au général Badé, si nous laissons les OPJ là aller vers ceci, il y aura vraiment mésentente. Faisons en sorte qu'on donne des cours de remise à niveau. D'autres questions? Voilà. Et ne trouvez-vous pas qu'en tenant de telles affirmations, moi j'ai une autre appréhension, comme beaucoup de Guinéens, en tenant une telle déclaration, est-ce que vous ne pensez pas avoir rabaissé, cherché à rabaisser notre vaillante armée en vous mettant en valeur, en vous présentant comme si vous étiez le seul et unique soldat? Non, non. Après cette formation, je suis venu maintenant au niveau de la magistrature militaire. Là-bas, aucune attitude militaire qu'il faut poser. J'ai pris combien de temps pour la formation de la magistrature militaire? J'ai pris combien de temps auprès des vaillants magistrats de notre pays qui m'ont formé pendant le stage. Durant tout ce temps, moi, je ne portais pas la tenue. Je portais la tenue civile. Après le stage, on est parti à l'intérieur pour la vulgarisation du code de justice militaire. Après, on est venu dans les différentes juridictions. Maintenant, au fur et à mesure, je me